de l'Éducation et celui des Sports étaient en visite dans la région de Ménaka. Au menu, entretien sur l'éducation dans la circonscription de l'Académie d'enseignement de Ménaka et la pose de la première pierre d'un terrain de basketball pour l'épanouissement des jeunes. Éliminatoire mondial 2026, le Mali affronte le Centrafrique cet après-midi à Casablanca au Maroc. Les Aigles ont effectué hier un premier tour de chauffe au terrain d'entraînement du Wydad AC. Occasion pour le nouvel Aigle Moustapha Sangaré d'intégrer l'effectif à suivre. Lundi 24 mars, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Direction Ménaka où était en visite ce week-end le ministre de l'Éducation nationale et celui en charge de la jeunesse et des sports. Dr Amadoussi Savané s'est entretenu avec les acteurs de l'éducation à Ménaka. Objectif, s'enquérir des difficultés auxquelles est confrontée l'éducation dans la circonscription de l'Académie d'enseignement de Ménaka. Quant au ministre en charge de la jeunesse et des sports, il a procédé à la pose de la première pierre d'un terrain de basketball pour les jeunes de cette localité. Commentaire Abdul Karim Kaba. Faire le point de sa dernière mission à Ménaka, matérialisée par des promesses faites dans ce sens, tel est l'objectif de la mission de Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne. Le premier acte, la tenue de la traditionnelle rencontre avec la jeunesse, dénommée Ministrika Kene. Un espace d'échange direct avec les jeunes de Ménaka. Dans une bonne ambiance conviviale, les jeunes ont échangé avec le premier responsable en charge de la jeunesse sur des questions relatives à l'emploi, à la formation et à l'épanouissement des jeunes de la région de Ménaka. Notre département, il est là vraiment pour vous. C'est-à-dire que nous connaissons aujourd'hui la situation qui est très difficile pour les jeunes au niveau de Ménaka. Ce n'est pas facile, nous comprenons ça, compte tenu de beaucoup d'aspects, l'accessibilité et beaucoup d'autres aspects. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des jeunes de notre département. Vous êtes autant des jeunes du département que les jeunes de Bamako, de Koulikoro ou de Kaye. C'est pareil pour nous, c'est la même chose. Donc si vous avez des idées que vous estimez être des choses qui peuvent aider la jeunesse de façon globale et la jeunesse de façon spécifique à Ménaka, n'attendez pas que je vienne ici. Il faut nous envoyer. Cerise sur le gâteau, la concrétisation d'une promesse, celle de doter la région d'un terrain de basketball aux normes internationales. Abdul Kassim Ibrahim Fomba a procédé à la pose de la première pierre de ce terrain. Lorsque le sport il est fait de façon convenable et que les gens s'investissent, ça permet de passer sur beaucoup de choses, ça permet aussi de détecter les talents. Parce qu'aujourd'hui au niveau du département, nous avons un programme de détection des talents. Et la détection des talents n'est pas limitée à une localité, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est de Bamako que ça va être de Bamako. Les talents sont partout à travers le pays. Donc à travers les animations qui sont faites sur le sport, peut-être que Ménaka on peut avoir des grands talents. Basketball, comme aujourd'hui nous sommes dans le cadre du basket, ou bien dans d'autres disciplines. Et c'est leur dire aussi aux jeunes que le sport, c'est aussi une opportunité. Pour la promotion de cette discipline qui rapporte beaucoup de médailles pour le Mali, les travaux durent 3 mois. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale a eu des échanges avec les acteurs de l'éducation de la région de Ménaka. Le ministre Sissa Vané dit prendre bonne note de toutes les préoccupations soulignées lors de cette rencontre. Des solutions vont y être apportées. Ce n'est pas les salles de classe qui manquent, n'est-ce pas? Ce qui manque, ce que j'ai vu, c'est les tables bancs. C'est les enseignants. Les enseignants, parlons-en. Au cours de la séance de travail, la question du retour des anciens de Ménaka est abordée. Le ministre a confirmé ce retour suite à la rencontre avec le Premier ministre qui a abouti à un accord avec le collectif des enseignants de Ménaka. Ceux-ci regagneront incessamment Ménaka. Restitution des principales décisions des COP sur le climat, la biodiversité et la désertification, une initiative de l'Association des jeunes pour la défense des droits humains et la protection de l'environnement en partenariat avec l'ambassade du Royaume-Uni. Elle consiste à promouvoir les engagements collectifs avec la société civile et les jeunes pour lutter contre les effets des changements climatiques et construire un avenir durable. Reportage Kassim Diallo et Sidiki Balou.
Le climat, la biodiversité et la désertification sont des thématiques abordées au cours de cet atelier de restitution sur les principales décisions des COP, dont la COP 29, tenue à Bakou en novembre 2024. Cette conférence internationale sur le climat a été marquée par des avancées sur les mécanismes de financement des marchés de carbone et un appel à l'action pour les pays vulnérables comme le Mali. Pour relever les défis climatiques, l'engagement des jeunes est souhaitable. Si nous nous engageons pleinement, voici ce que nous pouvons accomplir. Influencer les décisions en portant nos voix dans les espaces de négociation. Créer les solutions innovantes à travers des projets concrets. Mobiliser nos communautés en sensibilisant et en impliquant chaque citoyen dans la protection de notre planète. Les grands rassemblements qui nous motivent, la COP 16 sur la biodiversité qui s'est tenue à Cali en Colombie, la COP 29 qui s'est tenue à Bakou en Azerbaïdjan du 11 au 22 novembre 2024. Des panels seront animés sur la recherche des solutions à la crise climatique. Une vision partagée par les autorités maliennes et les partenaires financiers qui veulent renforcer les capacités nationales de lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Nous savons que les défis climatiques ne peuvent être relevés que par une coopération globale et inclusive, impliquant les gouvernements, la société civile et surtout la jeunesse. Avant la tenue de la COP29, le ministère en charge de l'environnement a procédé à l'identification et à la préparation d'une dizaine de jeunes négociateurs climatiques. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique entamée depuis quelques années, à travers laquelle des jeunes sont intégrés dans des délégations officielles lors des grandes conférence climatique internationale. L'Association des jeunes pour la défense des droits humains et la protection de l'environnement se veut une organisation de renforcement des compétences des jeunes sur les techniques de plaidoyer afin de construire un réseau solide des jeunes pour faire face aux défis climatiques. L'Association pour la restitution du couvert végétal est engagée pour cette cause. Dans le cercle de Yanfolila, région de Bourouni, elle vient d'organiser une séance de sensibilisation de la population sur la restauration des sites d'orpaillage dégradés et l'exploitation illégale de ces sites. C'est en collaboration avec l'Organisation pour la recherche, la défense et la restauration de l'environnement. ORTM Bourouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayou. L'Association pour la reconstitution du couvert végétal en collaboration avec l'Organisation pour la recherche, la défense et la restauration de l'environnement s'investit pour la reconstitution du couvert végétal. C'est à la faveur d'une rupture collective du gène organisée par ces deux associations que la population de la ville de Yanfolila a été édifiée sur les conséquences néfastes de l'orpaillage. Au fil des années, nous constatons des conséquences néfastes de l'exploitation des anciens sites sur la vie et la santé de nos communautés, la faune et la flore. Cependant, il convient de constater cette activité. Lorsqu'elle est pratiquée sans les précautions nécessaires, peut avoir des empreintes écologiques. La pollution des eaux, la dégradation des sols, les risques pour la santé et la perte de bétail résidus sont autant de défis que nous devons affronter. Le choix du thème Ensemble pour la restauration des sites d'orpaillage de Yanfolila n'est pas fortuit. Le constat est généralement très alarmant. De Caille à Kita, à Sigasso et ici, effectivement, à Bourouni, Yanfolila, partout où on passe, on constate que les sols sont en train d'être très dégradés et le couvert végétal ainsi que toute la biodiversité est en train d'être décimée. Cette rencontre vient à point nommé pour le cercle de Yanfolila. Parce que pour qui connaît le cercle de Yanfolila, c'est un cercle qui regorge autant de sites d'orpaillage. Et ces sites d'orpaillage-là sont source aujourd'hui à beaucoup de choses environnementales. Rappelons que cette campagne de sensibilisation intervient au moment où l'État malien prend des mesures pour réglementer le secteur de l'orpaillage. Une bonne gestion des ressources en eau potable peut aussi contribuer à la protection de l'environnement, n'est-ce pas? La journée mondiale de l'eau a été commémorée le 22 mars. À Kita, elle a été marquée par une rencontre sur l'état des lieux des ressources dans la région entre les acteurs de l'eau et leurs partenaires. Il en a été de même dans la région de Mopti. ORTM Kita, Mahamadi Alioubari, Djigia Mohamed Fabrice et Mahamoud Dawidraogo avec Suleiman Tessougé pour ORTM Mopti.
La Journée mondiale de l'eau édition 2025 est célébrée dans la dynamique d'information et de la sensibilisation à une gestion durable des ressources en eau, en partenariat avec les ONG partenaires et des groupes sectoriels OWOS de la région de Mopti. Elle a pour thème « Préservons nos ressources en eau » et soit en adéquation avec le thème international dédié à la préservation des glaciers. Ces événements nous rappellent que la gestion de l'eau ne se limite pas seulement à la question de l'approvisionnement en eau potable, mais aussi les problèmes liés aux flux hydriques, comme les inondations, les infiltrations, les évaporations et la gestion des masses d'eau à l'échelle mondiale, qui peuvent entraîner des conséquences dramatiques sur nos communautés et notre économie. Sous le leadership de la direction régionale de l'hydraulique de Mopti, les partenaires ont beaucoup réalisé pour tout ce qui concerne l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Toutefois, 34%, c'est-à-dire une personne sur 3, de la population de la région de Mopti n'a pas accès à l'eau potable. L'eau douce n'est pas une ressource inépuisable, d'où la nécessité d'en prendre soin. Nous devons renforcer la collaboration entre les pays, les communautés et les secteurs pour gérer cette ressource de manière équitable et durable. Une délégation de l'exécutif régional s'est rendue dans une école fondamentale à Sarema pour la remise d'un système d'hydraulique villageoise amélioré financé par l'ONG Save the Children. La visite des stands des ONG et l'écosystème durable a sanctionné cette journée mondiale à Mopti. Les interventions qui ont marqué cette journée mondiale de l'eau édition 2025 à Kita ont mis en avant le rôle central que l'eau joue dans la paix, la stabilité et la prospérité à l'échelle mondiale en général et Kita en particulier. Cela signifie qu'un accès à l'eau fondé sur les principes et non-discrimination peut avoir des retombées positives sur l'ensemble de la société. La coopération pacifique dans le domaine de l'eau peut mener une coopération pacifique dans tous les secteurs. En 2025, la journée mondiale de l'eau sera axée sur la préservation des glaciers qui servent de réservoirs naturels d'eau douce, libérant de l'eau de fonte qui contribue à l'approvisionnement en eau, à l'agriculture, l'industrie et aux écosystèmes sains. Il offre les avantages essentiels tels que la régulation du climat et la protection contre les risques naturels. Célébrée donc sous le sous-thème la préservation des glaciers, cette journée mondiale de l'eau a été une occasion pour le directeur régional de l'hydraulique de Kita et ses partenaires de faire l'état des lieux des ressources en eau de surface de la ville de Kita. Lancement officiel de l'opération Solidarité nationale oblige. L'initiative vient d'une plateforme composée de plusieurs organisations de la 6e région qui soutiennent la transition. Occasion saisie pour expliquer aux populations l'importance des opérations de taxation. Reportage Saloum Konati. Cette cérémonie marque le lancement officiel de l'opération Solidarité nationale oblige. Initiée par la plateforme des organisations de soutien à la transition, ces acteurs entendent sensibiliser la masse et apporter leur contribution pour la construction de l'édifice commun. Cette opération que nous allons lancer tout à l'heure est une réponse à l'appel des plus hautes autorités de notre pays pour la libération locale du Mali afin de garantir une souveraineté qui compte les aspirations du peuple. L'opération Solidarité nationale oblige a pour objectif de sensibiliser les populations sur la vision éclairée des plus hautes autorités à circonscrire les pressions internes et externes pour le bonheur du citoyen malien. Cette initiative est salutaire, car ce fonds de soutien est un fonds pour le retour définitif de la paix, du développement, un signal fort de notre patriotisme. Rappelons-nous que la voie qui mène au bonheur est dire. Restons mobilisés et soudés. L'opération Solidarité nationale oblige vient renforcer l'engagement de la jeunesse de Tombouctou à soutenir les plus hautes autorités dans leurs multiples actions pour le bien-être des Maliens. Aucun sacrifice n'est de trop pour la mère patrie. Ceux-ci nous l'ont prouvé à travers leur engagement, à travers leur disponibilité. Toutes les décisions émanant de nos plus hautes autorités, ça va dans le sens du développement, de la facilitation de l'accès aux services sociaux de base et de réduire les souffrances de nos populations.
Les membres de la plateforme invitent les Maliens à rester mobilisés derrière son armée afin de garantir la souveraineté nationale du Mali. Cérémonie de remise d'insignes et d'attestation au président des conseils communaux de la jeunesse de toute la région de Kita. Mohamed Fabrice Kambo pour les détails. Ils sont 33 présidents des conseils communaux de la jeunesse de toute la région de Kita à recevoir du chef de l'exécutif régional des insignes et attestations de formation. Ces distinctions viennent sanctionner leur séminaire de formation du mois de février dernier à Bamako sous l'égide du ministère de la jeunesse, de l'instruction civique et de la constitution citoyenne. La rencontre d'aujourd'hui a pour objectif de partager les enseignements et les acquis de cette formation autour des thématiques essentiels, comme la bonne gouvernance, le leadership, l'entrepreneuriat des jeunes, le sécurisme et la lutte contre les drogues. Tous ces objectifs, ces ambitions que le président de la transition a, c'est à travers vous. Donc je vous recommande d'être très ouvert, d'être compatissant, d'être objectif et surtout de remplir ce grand rôle que les plus hautes autorités ont placé en vous, aider au meilleur changement pour notre pays. Cette cérémonie de remise des insignes et attestations au président des conseils communaux de la jeunesse de toute la région de Kita vise à mettre la jeunesse au cœur du développement. Elle s'est déroulée dans l'enceinte du gouvernorat en présence des autorités traditionnelles. Gouverneur Maïga, La cité aux 333 saints regorge de plusieurs héritages culturels, parmi lesquels nous avons la porte Al-Galoum qui reste et demeure une identité incontestable de la ville. Cette porte est fabriquée par une seule famille dont le secret est transmis de génération en génération. Ce chef-d'œuvre tient ses origines du Yémen et sa conception va de 2 semaines à 1 mois. Focus sur ce patrimoine culturel avec nos reporters Saloum Konaté et Maouloud Tandina de la station régionale ORTM Tombouctou. La ville de Tombouctou se distingue par son architecture culturelle comparativement aux autres régions. Connue depuis des siècles à travers son riche patrimoine culturel, la cité mystérieuse garde encore ses valeurs artistiques et artisanales, parmi lesquelles figure la porte traditionnelle Al-Galoum. Ceux qui confectionnent cette porte-là viennent du Yémen. Alors en Yémen, quand il y a une peau noire, on t'appelle Maïga. Et c'est comme ça qu'ils ont eu le titre de Maïga. C'est différent des autres Maïga, de Vergao ou autre chose. Donc c'est une seule famille ici et c'est un seul atelier dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et la confection de cette porte-là, elle est particulière parce qu'on leur dit jam. C'est parce que c'est très orné et le fer noir qui orne cette porte-là prend beaucoup de temps sur la caisse ou le bois qui le porte. Donc, Al-Galoum même, c'est les 2 sorceaux-là que vous voyez qui s'appellent Galoum. Donc, comme c'est sur la porte-là, on dit la porte qui Al-Galoum Gambou. Cette richesse culturelle et artisanale est jalousement conservée par une famille dont les secrets sont transmis de génération en génération. Ces portes Al-Galoum sont ouvragées dans cet atelier à Djamtende depuis des siècles. Après 35 ans d'apprentissage et plusieurs années d'exercice, Alassane Maïga en est aujourd'hui le dernier maître. Il y a plusieurs modèles. Il y a la première qualité, ça c'est 7 rangées. Il y a 6 rangées. Il y a 5 rangées. Il y a 4 rangées. Chaque porte a son prix. 300 000. Il y a 250 000. Il y a 200 000. Il y a 175 000. Bon, les fenêtres, ça dépend. Il y a des fenêtres de 250 000. Là-bas, puisque les fenêtres ne sont pas les mêmes dimensions. Il y a des fenêtres de 150 000, il y a des fenêtres de 125 000, il y a des fenêtres de 100 000. Selon les sexagénaires, la confection d'une seule porte Al-Galoum nécessite la participation des autres éléments car chacun a un rôle précis dans sa fabrication. Il y a des gens qui préparent seulement les clous. Il y a des gens seulement qui préparent les gabots. Il y a des gens qui préparent les carcars, les cloches. Donc, faire à mesure, chacun fait son travail. Si on rassemble, on peut le faire. Je fais le clou, je fais les cloches, je fais le plaque pour les forces.
On appelle ça karkar, cloche quoi. Donc ça on appelle ça goubé. Ça c'est quand ça c'est comment ça c'est de la barrique. On fait ça avec des barriques. Quand on le coupe, maintenant on met ça dans le feu pour que ça soit comme ça. Les portes sont accompagnées de fenêtres pour question d'harmonie et surtout de respect à la chose culturelle. Personne n'a droit à toucher à ces cerceaux-là, si ce n'est le chef de famille. Quand il est au dehors, il y a une façon de taper qu'on sait que c'est le chef de famille qui arrive. De l'autre côté aussi, s'il y a une urgence, un envoyé, lui aussi, ce dernier a la permission de toucher pour avertir le chef de famille qu'il est venu en commission. Maïga justifie bien son attachement à ces merveilles dont elle prend soin depuis des années. J'ai l'amour de la porte et je fais l'entretien de la porte. Chaque fois que je vois qu'il y a quelque chose qui ne veut pas, j'amène le menuisier, je fais son entretien. Parce que c'est une porte que j'ai trouvée avec mes parents. C'est un souvenir pour moi. Cette porte occupe une grande place dans la culture tombouctien. En ce sens que quand vous êtes un nouveau marié, vous êtes très fier de commander cette porte-là. Et c'est cette porte-là qui doit orner votre maison. Cet héritage qui est aujourd'hui conservé par plusieurs familles, en plus de son côté mythique, a une résistance extraordinaire. La réalisation de cet ouvrage nécessite beaucoup de temps et de matière qu'il faut souvent chercher ailleurs, ce qui pourrait justifier leur cherté. Avant, c'est des bois qui viennent de Djenné. Bon, ces derniers temps-là, les bois-là ne viennent pas. On a payé ça de Côte d'Ivoire. Des fois, on trouve ça à Bamako, puisque le bois, là, ça vient de Côte d'Ivoire, mais on trouve ça à Bamako. À Mopti, on en trouve. Mais ici, les commerçants qui sont là, ils n'amènent pas ici, puisqu'ils disent que c'est cher. Ces portes ferment la plupart des maisons de la Médina. En dehors des ressortissants de la mystérieuse, elles sont sollicitées par d'autres passionnés non natifs de Tombouctou. Sport éliminatoire mondial 2026, le Mali affronte la Centrafrique. Oui, c'est bien la Centrafrique cet après-midi à Casablanca au Maroc. Un match que vous pourrez suivre en direct à partir de 16h sur ORTM1. Hier, les Aigles ont effectué un premier tour de chauffe au terrain d'entraînement du Wydad Assi. Occasion pour le nouvel Aigle Moustapha Sangaré d'intégrer l'effectif. Nos envoyés spéciaux sont Fotigui Tungara et Tchedja Moussa Kamara. Au Maroc, pour une opération de 6 points à l'occasion des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026, respectivement contre les Comores et la Centrafrique, les Aigles du Mali ne veulent pas du tout se louper. Les 3 points contre les Sélacantes déjà dans la besace, ils sont résolument tournés maintenant vers les fauves de Bazoubangui. Prêts à en découdre, les Aigles ont hâte d'en finir avec les fauves de Bazoubangui pour mieux garder leur position en embuscade en attendant les prochaines journées en septembre et octobre prochain. Quand on gagne, on peut être 3e dans le groupe. 2e, c'est pas possible parce que c'est peut-être possible, mais c'est important qu'on gagne et après on va voir quelle est notre position dans le groupe. Mais la victoire, c'est le seul qui compte. Tenu en échec par la Centrafrique, un but partout à domicile lors de la 2e journée du groupe I, un nul qui leur avait d'ailleurs laissé un arrière-goût de défaite. Les Aigles vont devoir laver cet affront et remettre à sa place une équipe centrafricaine relativement à leur portée. Pour cela, tout est mis en place. On sait ce qu'on a à faire, on n'a pas besoin de trop parler, trop se taper la poitrine. Nous, on sait ce qu'on a à faire, on est concentré là-dessus et il n'y a rien qui pourra nous faire changer d'avis. On sait qu'on doit jouer et gagner et le reste, ça compte pas. J'ai des bonnes sensations, etc. Le groupe est bien, donc c'est top. Et pour jouer, pour défendre le pays, je préfère défendre le Mali. J'ai plus d'attache pour le Mali. Après voilà, c'est un choix. C'est pas un choix qui a été fait comme ça, mais c'est un choix du cœur. Et je suis content de mon choix et je regrette pas. À la traditionnelle reconnaissance des terrains, en cette veille de match ce dimanche, Tom Saint-Fit et ses garçons sont venus faire leur repérage et baliser les terrains sans souci à l'infirmerie. Tous les joueurs sont disponibles, on n'a pas de blessures, le moral est très bien après la victoire contre Comores. Demain, c'est encore une fois un final, juste le même comme le match contre Comores, on doit gagner ce match. Un rendez-vous est donc pris pour ce Centrafrique-Mali, 6e journée du groupe I des éliminatoires du Mondial 2026. C'est lundi au stade Larbi Saouli de Casablanca à partir de 16h. Ce sera sous la direction des arbitres malawites.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h45, vous avez rendez-vous avec Mariam Kone pour l'édition de 20h. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.